Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui fait partie du pack dépendance affective, pervers narcissique, enfant intérieur, manipulation. Vous pourrez me retrouver très facilement sur le site de psychologue.net, région centre, département Loiret, où je suis classé en premier. Vous pouvez aussi me contacter au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53 ou par email pierre.dassigny@orange.fr ou me contacter par SMS ou de la manière qui vous convient le mieux, comme par les réseaux sociaux, par Facebook, par Twitter, par exemple. En passant par psychologue.net, vous pourrez bénéficier de promotions et de réductions intéressantes des moins 20% sur mes consultations, mes séances, ainsi que sur les formations, les groupes de parole et toutes les rencontres que je propose, comme les psycho-papotages par exemple. Le titre de cette vidéo de ce soir se nomme à la rencontre de son enfant intérieur. Car je me suis longtemps intrigué par l'existence chez certaines personnes, à commencer par mes patients, d'une personnalité double, à deux visages, d'un psychisme double compartiment, où cohabitent parfois, tant bien que mal, deux êtres différents, l'adulte et l'enfant. Je suis de plus en plus convaincu que le bonheur d'une personne, ou à l'inverse ses infortunes, son aptitude ou sa difficulté à jouir sereinement des joies que lui offre la vie, dépendent de la nature des liens crispés ou détendus qu'entretiennent entre eux ces deux moi, l'enfantin et l'adulte. Au fond, contrairement au credo de la psychologie et de la philosophie traditionnelle, le moi n'est jamais un simple, unique. Il ne renvoie pas à la même unité unidimensionnelle, homogène, harmonieuse et uniforme. L'identité est paradoxalement double. La maison, soit à l'image du Pérus ou Gigogne, n'est donc pas exclusivement habitée par un seul locataire, ce fameux jeu. Conscient, lucide, réaliste et désirant, puissant, raisonnable et raisonnant, soumis aux principes de réalité, comme l'a si bien conçu et décrit ce cher Descartes, elle abrite au moins un second hôte, invisible celui-ci bien que maître à bord, à savoir l'enfant intérieur, le petit garçon ou la petite fille que chacun fut, qu'il est aujourd'hui encore et qu'il demeurera toujours, par-delà son sexe, sa position sociale et surtout son âge. Le passé ne s'efface pas. Il ne disparaîtra jamais, et heureusement d'ailleurs, dans la mesure où il représente les racines de l'être, ses fondations, la source et le réservoir pour toute la vie de son énergie vitale, de son inspiration et de sa créativité. J'ai toujours trouvé étonnant que la filiation, c'est-à-dire l'idée de la connexion et de l'enracinement, soit consentie en Occident comme un boulet handicapant ou une infirmité soupçonnée d'interdire au sujet d'être libre et lui-même, car le passé influence l'avenir. Aujourd'hui, être arbitre en lui de deux égaux, de moi, de royaume, de sensibilité, de vision de soi, de la vie, du monde et des autres, tout être est bipolaire, bilatéral, bicéphale, bilingue. Pourquoi tel homme public, jouissant d'une intelligence et d'une habileté remarquables, regardé comme un super-héros, un Superman, ayant brillamment réussi à gravir toutes les marches de la gloire et du pouvoir, se laisse-t-il étrangement dans l'intimité traité par les femmes comme un petit garçon,
dépendant et manipulable, sans pouvoir s'opposer à leur toute-puissance, à leur caprice et infidélité. Pourquoi telle femme, voulant apparaître aux yeux de tous comme une sainte, bonne employée, bonne mère et bonne épouse, solide et volontaire, douce et forte à la fois, sachant parfaitement ce qu'elle veut et où elle va, succombe-t-elle parfois, pour se défouler quand elle en a marre, ça arrive à tout le monde, et résiste toujours à la tentation d'une petite escapade. Une escapade avec un amant, nouveau et anonyme, chaque fois jetable. Le moi adulte représente certes la partie émergée de l'iceberg. Cependant, à certains instants, l'instant est le siège de la conscience, du jugement, de la volonté et de l'action. Eh bien, il se passe qu'il assume, tel le capitaine d'un navire, la fonction de médiateur. Le médiateur entre les revendications des pulsions, les impératifs du surmoi et les exigences de la réalité extérieure. Cependant, derrière cette façade raisonnable, il ne jouit pas toujours d'une autonomie véritable. Il peut se montrer capable, dans les différents cas, les cas heureux, de s'affirmer en gérant, avec sérénité et souplesse, son énergie vitale, conciliant ainsi, à l'aide de compromis, les revendications présentées par les deux principes de réalité et de plaisir qui tirent souvent vers l'avant. Mais il risque, car en fait, il y a toujours un risque aussi, en cas de conflit, de se voir submergé, influencé, malmené, tenu en laisse par la puissance occulte de son enfant intérieur, dont il n'a nulle conscience, c'est qu'il échoue par conséquent à maîtriser. Dans ces conditions, la force ou la faiblesse du moi adulte, la bonne ou la mauvaise image qu'il a de lui, sa compatibilité ou bien sa mollesse, sa témérité ou sa couardise dépendent de l'état de santé de l'enfant intérieur, de sa solidité ou de sa fragilité. C'est en réalité ce dernier qui guide les pas du premier vers des rendez-vous joyeux où il les précipite au contraire dans les affres des inquiétudes et des codépendances sadomasochistes en dépit de l'intelligence et de la volonté de l'adulte, et tout ceci bien malgré lui. Lorsque celui-ci se retrouve sous l'emprise inconsciente de son enfant intérieur, il cesse précisément de ressentir et de réagir en adulte. Il devient aveugle, perdant son autonomie psychique, il sombre dans les sables mouvants d'une affectivité excessive, d'une émotionnalité désordonnée, sensitive, infantile, privée d'un minimum de réflexion et de logique, faute de distance et de recul. C'est le motif pour lequel il se retrouve répétitivement pris, coincé dans des excès nocifs. Alors soit la dramatisation anxieuse l'empêche d'agir ou de réagir, soit à l'inverse, que l'enthousiasme euphorique lui fasse occulter les risques. C'est là des mesures, l'exagération émotionnelle qui sert de révélateur et d'indice de la présence de l'enfant derrière le masque de l'adulte. Ainsi, il peut arriver à l'adulte, emporté par sa petite fille ou son petit garçon intérieur, plutôt parler et agit que parlant et acteur, de ne pas se reconnaître dans certains de ses choix. Comme s'il avait été entraîné, télécommandé par une force étrangère. Saisi après coup par le regret, la culpabilité, il se reproche ses enfantillages, qu'il peine à expliquer, répétant sans cesse je ne sais pas ce qu'il m'a appris, ou c'était plus fort que moi. De même, la moindre frustration ou contrariété peut désormais pour lui devenir complètement insupportable et voire gravissime, risquant de le déstabiliser en ravivant ses craintes infantiles, de se voir rejeté, d'où son affinité affective et sa quête obsessionnelle de réassurance et de sécurité. C'est par conséquent l'enfant en nous et non pas vraiment l'adulte qui craint que on ne l'aime pas, qu'on le juge mal, qu'on le critique,
qu'on lui reproche ceci, cela, qu'on culpabilise, même qu'on le gronde, qu'on le trouve nul, bête, méchant, vilain. C'est lui qui doute de ses capacités, ne se croyant pas à la hauteur, se trouvant inutile ou mauvais, dramatisant tout problème et hésitant sans cesse face au choix de vie, de sa vie, sans réussir à se décider. C'est aussi lui qui a peur que tout aille mal, sans espérer évidemment une issue positive. Et c'est encore lui qui s'impatiente, s'emporte, s'énerve, devient coléreux, agressif ou violent, ou qui à l'inverse s'expose d'une façon masochiste comme un bouc émissaire dans des situations d'échec, de rejet et de harcèlement, cherchant des bâtons pour se frapper. C'est ainsi lui qui s'épuise à plaire, à briller, à se faire remarquer, à se vanter, à séduire par le biais de la réussite et de la renommée pour se croire quelqu'un, pour exister, être reconnu, désiré, important, aimé. Cela relève clairement la futilité, voire la nocivité d'un certain psychologisme de bazar cherchant à asséner et à culpabiliser artificiellement le sujet en l'incitant à avoir confiance en lui. Dans les fameux stages de développement personnel qui sont très à la mode et qui coûtent une fortune. À ne pas dramatiser, à profiter des siens dans l'instant présent. Nul n'aspire de façon délibérée à souffrir, ni ne le choisit. Nul ne peut décider non plus de rectifier ses travers par des résolutions, des donne de bonne lecture, si volontaire soit-elle, sans l'acquiescement préalable de l'enfant intérieur. Ce genre de démarche qui s'adresse au sujet adulte, à sa volonté consciente en lui et donnant l'illusion qu'il serait capable de se transformer en appliquant telle recette ou tel programme ou tel motet ou tel stage ou telle formation, risque en réalité paradoxalement d'aboutir à l'inverse du résultat souhaité. Elles accentuent à long terme le mal-être en exerçant un refoulement supplémentaire en direction de l'enfant intérieur, déjà depuis longtemps comprimé et ne demandant au contraire qu'à être reconnu et écouté. Et oui, il est là et il essaie de vous appeler. Mais l'entendez-vous? Cependant, ce qui dévoile le plus sensiblement, c'est son existence. L'existence de l'enfant intérieur et sa suprématie sur le pauvre sujet adulte, sujet adulte que nous sommes, pour ça. Et ceci est relatif au phénomène de l'ambivalence. L'individu se voit alors envahi par la présence simultanée en lui de pensées, de affects, de volontés opposées, amour et haine, oui et non, je veux et je ne veux pas, à l'égard du même objet, ce qui rend la situation inextricable et toute décision impossible. Voici donc déchiré, tiraillé, dédoublé, commandé tour à tour par deux aspirations antinomiques, deux forces, deux êtres en lui, l'enfant et l'adulte, pris entre le marteau et l'enclume, le frein et l'accélérateur, il tergiverse, pèse le pour et le contre, rumine, avance et recule, pas de rime. La voix adulte l'encourage à être lui-même, à avoir confiance en ses capacités, à s'affirmer vraiment ses désirs et valeurs. Celle de l'enfant à l'ivresse lui enjoint d'obtempérer, d'arrondir les angles, d'obéir par culpabilité à l'idée de décevoir ou de blesser par crainte de déplaire, et puis forcément d'être rejeté. Ainsi, le moi adulte, séquestré par l'enfant en lui, peut paraître immature, infantile, souffrant de sous-développement psychique, attention. Privé d'autonomie et empêché de s'épanouir. Il y inspire son énergie vitale à lutter d'une certaine façon contre lui-même, en combattant les poussées d'angoisse, d'ambivalence et de culpabilité émises par son enfant intérieur. Mais paradoxalement, plus il s'acharne contre ces manifestations, plus il les rend agressives, tout en épuisant ses propres réserves d'énergie.
De toute évidence, complètement à l'inverse, l'enfant intérieur, cet autre soi-même, peut se comporter à l'égard du moi adulte, son colocataire, dans la maison soi, d'une manière aidante et constructive, en devenant son ange gardien, son mentor, son bon génie protecteur, son inspirateur, son collaborateur privilégié, ses ressources positives les plus insoupçonnées, contrairement à ce qu'affirment les marchands de chimères et les vendeurs de formation de développement personnel en tout genre, appris qui ne sont jamais en solde. Le bonheur n'a pas de secret. Ceux qui se sentent bien de leur peau, jouissant de la paix intérieure, capables d'éprouver de la joie et de déguster les petits comme les grands plaisirs de la vie, ne se recrutent point parmi les êtres supérieurs, riches, beaux, doués, jeunes, intelligents et en bonne santé. Ça ressemble plutôt aux photos truquées de Facebook. Il n'existe nul programme à suivre pour parvenir au bien-être. Les gens heureux sont ceux précisément qui, en raison de la présence en eux de cet ange gardien, si on peut le nommer comme ça, chacun peut aussi le nommer comme il a envie de le faire, à ne pas prendre évidemment au sens premier littéral. Ils jouissent d'une image saine d'eux-mêmes, confiants dans leurs capacités et conscients de leurs limites. Ils acceptent ce qu'ils ont et ce qu'ils sont dans le présent, leur âge adulte, leur sexe d'homme, de femme, leur richesse, sans se laisser dévorer par la nostalgie, l'utopie, la panique ou l'euphorie, sans se malmener d'une façon masochiste par l'ambivalence et la culpabilité. Ils ont le privilège, en un mot, d'abriter un petit garçon ou une petite fille qui les étaye de façon confiante et joyeuse, tel un ange gardien, peut-être Joséphine. Seul celui-ci est susceptible de soutenir l'épanouissement libidinal et identitaire de l'adulte. L'enfant intérieur apparaît donc sous deux facettes, sombre ou lumineuse, en fonction de ce qu'il a intégré de son passé familial et transgénérationnel, de ce qu'il a subi ou vécu, de ce qu'il a réussi ou échoué à surmonter. Alors évidemment, je ne suis pas le premier à parler de ce sujet, ni le seul découvreur de cette dualité psychologique fondamentale, de cette idée d'une coexistence en chacun de deux êtres, de deux égaux, de deux volontés, de deux moi. Il s'agit là d'une notion depuis longtemps familière à tous et à tous les connaisseurs de l'âme, que sont les écrivains, les poètes, les philosophes et les psychologues. Elle a sans doute été également pressentie d'une manière simplement intuitive par le commun des mortels, en fait, vous et moi. Cependant, la notion d'un autre soi en moi, qui me gouverne, dessus quoi s'est trouvé jusqu'ici constamment refoulée et combattue. Il est vrai qu'elle dérange, inquiète, suscitant des fantasmes d'intrusion. Elle contrarie et blesse l'orgueil, le dogme du libre arbitre, l'illusion de la maîtrise, l'impérieux besoin de se croire uni et autonome. Elle fait craindre notamment la fêlure, le craquement, la cassure de son identité, l'entrée dans la folie ou la perversion, le fameux dédoublement de la personnalité, caractéristique de la schizophrénie, où l'aliéné se voit totalement dépossédé de lui-même, mu par une force occulte, une étrange volonté étrangère, infernale, diabolique, risquant de lui faire compromettre toutes les erreurs possibles, inimaginables, assassines ou suicidaires. Il y a entre les hommes deux postulations similaires, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. Tout le monde connaît Janus, enfin certains. L'un des plus anciens dieux de Rome, avec ses deux faces adossées, l'une orientée vers le passé, l'autre tournée vers l'avenir. Il a toujours été considéré avec bienveillance dans la mesure où il n'incarne
pas une double personnalité ambivalente qui vit avec deux visages, l'un noir, l'autre blanc, comme chez les pervers. Et c'est là qu'on trouve le lien avec les pervers. Il représente même un symbole positif. Il est le dieu de toutes les portes, des seuils, favorisant les transitions, aidant par exemple le passé à se continuer, à se prolonger, à se développer dans l'avenir. Il est en somme le symbole de la croissance, du devenir de l'enfant qui devient adulte. Alors aussi, il en va tout autrement de ce qui concerne la légende du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Donc, dans le roman qu'il a mis en scène, ici, cet être fantastique, intérieurement divisé avec ses deux moi antinomiques, qui vit en scission, en schisme totalement étranger l'un à l'autre. Là, le docteur Jekyll, Mister irréprochable, est attiré par le bien, les plaisirs sains de la vie. À l'inverse, l'autre, Mr Hyde, comme dirait Renaud, est aimanté par le mal, les crimes et les vices. Il est pour ce motif un personnage très négatif, qualifié de monstre effroyable, une incarnation satanique, provoquant ténèbres, inspirant effroi et aversion. Bien plus près de nous, personne n'a oublié le fait divers, l'histoire de la double personnalité de Jean-Claude Roman, qui faisait croire à son épouse, à ses amis, à ses parents, qu'il ne pouvait jamais le joindre, qu'il était chef de clinique à l'hôpital cantonal de Genève, maître de recherche à l'INSERM, et une personnalité importante de l'Organisation mondiale de la santé. Rien que ça. Et pompiers, et oui, maintenant, les fameux pompiers découvraient en janvier 93, dans sa maison en flammes, là, les corps carbonisés de ses deux enfants, sa femme et ses parents, ayant été assassinés à la carabine à 80 km de là. En réalité, il n'était pas médecin, n'avait jamais exercé aucune responsabilité officielle, il passait ses journées à rouler en voiture, à lire dans les parkings, à marcher dans les forêts jurassiennes et surtout à emprunter des sommes importantes à droite et à gauche dans le but de prouver la réalité de ces mises en scène imaginaires. Merci mesdames pour lui avoir permis de continuer des faits et de se faire mousser et falsifier une personnalité complètement imaginaire, mais à laquelle lui, il croyait totalement, et de ce fait, il arrivait tellement à y croire que les autres le croyaient tel qu'il se présentait. Par conséquent, l'idée d'un double moi, bien que intuitivement appréhendée, a été énergiquement refoulée, combattue en raison des craintes qu'elle inspire. D'une possession satanique, d'une déchirure schizophrénique, ou d'un clivage pervers à l'hypothèse d'un psychisme à deux volets, enfantin et adulte, relié et interdépendant, constitué avec une réalité psychologique indéniable, au-delà des inquiétudes qu'elle serait susceptible d'éveiller relatives à l'étranger, à l'intrus en soi. Elle ne représente ni un phénomène pathologique, ni un fonctionnement régressif à l'origine des tourments de l'individu, ou de la restriction du champ de sa liberté. Bien au contraire, la reconnaissance d'un psychisme à deux compartiments bidimensionnels, ainsi que la compréhension de ce que se tresse et se joue entre l'adulte et son enfant intérieur, éclairé par le passé familial, comporte des vertus bénéfiques et libératrices. Elle contribue en premier lieu à apaiser le sujet en l'aidant à réaliser que sa souffrance n'est point consécutive à un manque réel dans l'ici et maintenant, réparable concrètement, mais qu'elle constitue l'expression des craintes de son enfant intérieur, et qu'elle est donc porteuse d'un sens, et aussi porteuse donc d'espoir.
Elle protège aussi le sujet contre les tentatives extérieures de manipulation venues de sa famille, de ses collègues, amis ou amants, maîtresses, mais aussi de la publicité, de la propagande médiatique, celle-ci s'adressant exclusivement à ses émotions, à sa sensibilité d'enfant, à ses peurs et espérances, réussissent à court-circuiter sa lucidité, ses capacités adultes de discernement et son intelligence. Et tout ça est complètement buggé. Demandons-nous maintenant pour quelles raisons et dans quel dessein l'enfant intérieur se comporte chez certains adultes en persécuteurs, les empêchant d'être authentiquement eux-mêmes, de vivre et de s'épanouir dans la paix, en compagnie de ceux qu'ils chérissent. Encore une fois, si l'adulte ne réalise pas son bonheur, s'il s'épuise dans des conflits intérieurs, c'est parce qu'il est immature, insuffisamment adulte pour... Par conséquent, malgré son âge, en raison de son envahissement par son enfant intérieur, lequel confisque sa libido, mais pourquoi celui-ci agit-il de façon si négative et si destructrice? Cela se produit lorsque la personne n'a pas vécu pleinement son enfance, avec toute cette période qui comporte de la légèreté, de l'insouciance, en son propre nom, dans sa fonction, et place en son lieu et temps. Il reste puéril, infantile, parfois tout au long de son existence, figé, rifté à son passé, pourtant en apparence, alors juste en apparence, très voulu, parce que s'il est trouvé, placé trop vite. Trop vite, c'est mieux. Dans une position d'adulte, parce qu'on n'est jamais très pressé d'arriver dans sa position d'adulte, sauf quand on a 15 ans et qu'on rêve d'avoir 18 ans, mais alors là, on ne sait vraiment pas ce qui nous attend. Il a donc eu la chance, ou la malchance, ou pas du tout la chance, étant petit, de déguster vraiment sa petitesse, d'être suffisamment bébé, petit garçon, petite fille, bousculé par l'angoisse et la culpabilité, il a dû s'évader de son enfance pour s'ériger en gardien et thérapeute de ses parents. Cas de figure inversé classique. C'est le cas lorsque, par exemple, le sujet a vécu une histoire familiale difficile, et il y aura une vidéo sur les histoires familiales que je vous sur image vais vous proposer bientôt. Donc, dans ce climat familial, il a subi la maltraitance ou a assisté en spectateur passif et impuissant à la souffrance de ses parents. Divorce, maladie, chômage, dépression, alcoolisme, médicaments, etc., etc., etc. Il s'agit là d'une enfance non consommée, avortée, sautée, inaccomplie, inachevée, manquée, ratée. Alors comment se dégager dès lors d'une période et d'un statut qui n'ont pas été suffisamment vécus pour pouvoir être intégrés et archivés symboliquement et dépassés? Comment se séparer en faisant son deuil de la petite fille ou du petit garçon qu'on n'a pas pu être pour pouvoir continuer sa croissance? Cette enfance que j'appellerais enfance blanche, c'est-à-dire non vécue, comme un bulletin de vote blanc sur lequel rien n'est inscrit sur la page d'un cahier blanc dont on n'a pas commencé à écrire le moindre mot, comme une nuit blanche, sans sommeil, comme enfin un mariage blanc, non consommé charnellement, eh bien, il ne disparaîtra pas pour autant, pulvérisé par le néant. Alors bien au contraire, au lieu de s'absorber naturellement, de s'intégrer au psychisme et d'en devenir le fondement, ainsi que le réservoir d'énergie vitale, il se clive, s'isole, se déconnecte pour s'en aller, s'exiler quelque part dans l'invisibilité des catacombes labyrinthiques
de l'inconscient. Vous connaissez tous ces labyrinthes où vous vous perdez souvent. Cependant, elle ressurgira un jour, tôt ou tel, venant hanter la maison de soi, tel un fantôme errant, malfaisant, parce que triste et malheureux et souvent désespéré. Il ne s'agit évidemment pas ici, comme dans la littérature fantastique, d'un revenant, d'un être ayant existé antérieurement. Le fantôme sert simplement d'image, juste d'image, pour signifier le retour du refoulé inconscient, c'est-à-dire de ce qui n'a pu être vécu et métabolisé en sautant. Il revient après parfois une longue période d'hibernation sous la forme de symptômes gênants, obsédants, mais incompréhensibles pour la personne. Sans lien causable, intelligible, avec sa réelle personnalité, sa présente personnalité, sa réalité. C'est donc encore une fois par l'adulte, et ce n'est pas l'adulte qui souffre, mais à travers lui son enfant intérieur, séquestré par le fantôme. Ce fameux fantôme qui n'est qu'une image. Ainsi, plus le sujet s'est vu empêché dans son ailleurs et avant de vivre sainement sa vie d'enfant, plus il sera plus tard poursuivi, ligoté par le retour du refoulé, exigeant la satisfaction de ses demandes, demeuré en attente, en suspens. Voilà pourquoi, par exemple, tant de personnes âgées retombent, comme on dit en enfance, devenant capricieuses, égoïstes, anxieuses, impatientes. Alors, il est certain que plus on vieillit et plus, en découvrant son enfant intérieur, on se rapproche de son enfance, notamment lorsque celle-ci a été difficile, et donc n'a pas été pleinement vécue en son lieu et temps, mais a été avortée, manquée, sautée. Et comme je l'ai dit, donc blanche. Il est inconcevable de devenir véritablement adulte si d'abord on n'a pas été un enfant, puis un adolescent. La vieillesse ne modifie pas profondément le sujet, elle amplifie certains de ses traits de sa personnalité qui ont toujours été existants. Alors, partant de là, d'une façon générale, tout affect qui n'a pu être senti, se dérobant ainsi à la mise en mots et à l'élaboration consciente, se transforme en fantôme, rôdant dans les allées de la maison de soi, et il en va ainsi de l'ensemble des émotions, de la dépression, de la culpabilité, que l'individu, par crainte de devenir fou, alors ce sacré terme fou, on l'utilise plus d'ailleurs en passage, ses vertus à refouler, à rejeter dans l'invisibilité de l'inconscient, aidé parfois par l'arsenal des médicaments chimiques. En revanche, toute souffrance reconnue, assumée, se métabolise, se digère, se régénère pendant qu'assime naturellement son intensité et sa nuisance, elle diminue. Mais encore, elle se transforme. Elle se transforme en engrais, en nourriture affective, en ange gardien, boostant l'énergie vitale. Dans ce sens, les rituels symboliques d'essence laïque ou religieuse, qui se raréfient de plus en plus à notre époque, avaient pour but d'encourager l'individu à exprimer ses affects à la suite d'une perte, ou lors du passage d'un âge de la vie à un autre. Ils aidaient à accomplir son travail de deuil. Alors, il est intéressant de remarquer également que dans la littérature fantastique, j'adore la science-fiction pour info, le fantastique, l'héroïque, fantasy un peu moins. Le fantôme, dans ces histoires, mais comme image, désigne une créature surnaturelle habité par l'esprit d'un mort qui serait resté prisonnier sur Terre ou qui reviendrait de l'au-delà pour se venger et aider ses proches ou errer éternellement, on se croirait dans Ghost, en punition de ses fautes. Attention au craquement. Dans votre maison, la nuit, il y a des petits bruits, ça fait flipper.
voire Paranormal Activité. C'est terrifiant comme film, c'est incroyable. Il y en a en plus, eu 3, je crois, peut-être 4. Donc, pour en revenir à mon sujet, toutes ces légendes de spectres, de revenants, connues dans la plupart des cultures, toutes ces fables macabres ou fantastiques, témoignent en dernier ressort, certes, non pas d'une réalité objective, mais d'une vérité psychologique, symbolique, à savoir le retour de refoulés inconscients sous forme de fantômes. Toute vie inaccomplie, inachevée, avortée, tout contentieux, non réglé, dont le deuil n'a pu se réaliser, resté en suspens, réapparaît après une période d'incubation sous forme de fantômes. C'est la raison pour laquelle, dans nombre de folklore, les revenants se recrutent, et ouais, on fait du recrutement là de revenants, parmi les âmes tourmentées et errantes demeurées sans sépulcre, celles des assassinés, des suicidés ou des jeunes femmes mortes en couche. Triste image, certes, mais on ne peut plus parlante, définissant le fantôme comme la conséquence d'un rentage, d'un plantage, le contre-coup de l'interruption prématurée d'une vie qui n'est pas advenue, qui n'est jamais arrivée, qu'il a pu se dérouler jusqu'à son terme naturel, tel un bouton fané sans avoir éclos, une graine qui n'a jamais germé. En médecine, parce qu'il existe la médecine aussi. Ça, je ferai pas de vidéo sur la médecine. Le membre fantôme désigne le membre qui, bien que chirurgicalement amputé, membre fantôme, continue à faire partie fantasmatiquement du schéma corporel. Dans une bibliothèque, le livre fantôme désigne le carton placé dans un rayon à la place habituelle d'un ouvrage pour signifier son indisponibilité momentanée. Dès lors, l'adulte souffre d'immaturité, d'infantilisme dans tous les secteurs de son identité plurielle. L'amour, le travail, les relations sociales et la famille. Il se montre fragile, émotif, susceptible, ambivalent et donc impulsif, coléreux et allergique à toute frustration. Il dramatise anxieusement ou idéalise à l'excès naïvement les péripéties de sa vie, sans pouvoir, grâce à la distance, réfléchir et relativiser. Il se montre infantile, nullement pour avoir été gâté pourri, comme on pourrait le penser, gavé, fixé à une enfance dorée, mais bien au contraire, parce qu'il en a été privé. Et privé précocement de tout ce qu'il aurait dû recevoir. Cette enfance mal morte, du fait de n'avoir pas été vécue, se transforme donc en fantôme, venant hanter l'adulte, dans le seul dessein, dans le seul but de se faire reconnaître et entendre. C'est toc toc, je suis là, tu peux m'écouter un peu, j'ai envie de te parler. Et curieusement, ces sujets sont capables de se comporter dans certaines circonstances, notamment lorsqu'il est question de secourir les autres ou d'affronter les épreuves réelles avec une lucidité et un courage exemplaires. Cependant, lorsqu'il s'agit de leur vie affective, alors là, ils se montrent étonnamment immatures, aveugles, sensitifs, susceptibles, inquiets et fragiles. Ici, c'est l'enfant qui les domine, encore une fois, qui ressent et agit en eux au détriment de leur moi adulte. Ce qui empêche l'enfant d'habiter pleinement son enfance pour pouvoir poursuivre sainement sa croissance, et ce qui est dû à l'apparition d'une dépression infantile précoce, qu'on appelle aussi DIP pour les intimes. Celle-ci se produit lorsque le petit humain, impressionnable, subit une carence narcissique importante, une privation significative d'amour et de sécurité durant cette période si décisive de son enfance, où la chaleur et
L'enveloppement constitue sa nourriture affective privilégiée. Il peut se déprimer en premier lieu parce que il s'est trouvé personnellement victime de désamour, d'abandon, de maltraitance. À d'autres moments, il a dû assister en témoin impuissant aux souffrances de ses parents, frappé par la maladie, le décès, le chômage, la perte chère, ou à la vision d'un couple de parents dysfonctionnants se déchirant mutuellement tous les soirs. Dans ces conditions, ses géniteurs, bien que physiquement présents, deviennent psychologiquement absents, voire inexistants, absorbés par leurs soucis et difficultés. L'enfant est convaincu chaque fois, en dépit des évidences, qu'il est coupable de tout ce qui arrive de négatif à lui-même et à ses proches, qu'il est donc mauvais, nocif et par conséquent indigne d'être aimé. Parfois, en absence même de tout traumatisme repérable, alors qu'il a été élevé dans du coton, préservé de toute frustration, de toute agression, l'enfant peut néanmoins souffrir de carences narcissiques s'il n'a pas été désiré simplement pour lui-même, pour la petite fille ou pour le petit garçon qu'il était, dans la gratuité du désir, mais plutôt pour ce qu'il représentait. C'est là qu'on en revient à la notion d'objet. Il a été conçu, par exemple, pour remplacer, voire réincarner un petit frère ou une petite sœur disparue, dont il porte, comme par hasard, le prénom ou le second prénom, ou encore il a été programmé pour rafistoler le couple bancal de ses parents, les marier, les rallier ensemble. Ainsi, n'étant pas dans sa vraie fonction et place, il se voit chargé d'une mission de thérapeute, de sauveur, afin de satisfaire le besoin narcissique de réconfort et d'apaisement de ses sympas géniteurs. Il peut se trouver enfin concerné, sans en avoir confiance, par un contentieux transgénérationnel. Il existe parallèlement à l'hérédité biologique, la taille, la couleur de la peau, des yeux et des cheveux, peut-être l'intelligence, une hérédité psychologique. Celle-ci consiste à recevoir, à capter du côté de ses ascendants ce qui est demeuré précisément inconscient chez eux, non-dit, refoulé, secret, interdit, l'accès à la parole, à la représentation aussi symbolique, à l'élaboration consciente, ou d'une façon générale, tout ce dont le deuil n'a pu être accompli. Conflits, troubles, accidents, mésaventures, et bien d'autres choses. Pour ce motif, la digestion, la métabolisation, le recyclage de ces événements afin de les transformer en engrais, en sève et en tremplin pour nourrir et élever le psychisme deviennent là véritablement extrêmement compromis. Tout ce qui n'a pas été normalement vécu, qui a subi brutalement un avortement, un arrêt, se transforme en fantôme errant et persécuteur au lieu de servir d'ange gardien et protecteur. Il s'agit peut-être là d'un mode de fonctionnement, voire peut-être aussi d'une loi universelle, transcendant le domaine spécifique de l'appareil psychique et de l'inconscient, pour venir caractériser la vie de son entièreté, aussi bien que de l'écosystème naturel. Toute dictature politique ou intellectuelle se voit un jour ou l'autre, comme dans le cas de David contre Goliath, triomphante, pourfendue et renversée par le retour sauvage, imprévu et incontrôlé du refoulé de toutes les idées minoritaires. Ça me fait penser à un film, ça. J'en reparlerai une autre fois. De toutes les idées minoritaires, un mouvement en crainte et donc énergiquement combattu, méprisé,
Alors, l'anti-biothérapie aveugle et massive de ces 2 dernières décennies s'est traduite par l'apparition de nouvelles souches microbiennes mutantes, inconnues jusque-là, bien plus méchantes que les virus, intestinales ou grippales, originaires, transformées alors en fantômes, vengeurs et exterminateurs. Il existe aussi des virus informatiques. Ou pour plus ample information au sujet des virus, allez faire un tour dans la matrice. De même, la bataille sans merci livrée depuis au moins une 50aine d'années pour éliminer la saleté d'une part et les parasites végétaux d'autre part, au moyen d'utilisation réfléchie monstrueuse poisons chimiques, substances, pesticides et détergents divers se peinent nos jours par le retour du refoulé, à savoir une gigantesque pollution planétaire détruisant l'environnement et la vie sur notre planète. S'atteler aujourd'hui à la tâche prioritaire constituant à réhabiliter le négatif, le mauvais, à savoir ces émotions qui nous déplaisent, l'angoisse, la culpabilité, la déprime, apprendre à tolérer les idées politiques qui nous contrarient, assumer un minimum la souffrance et la maladie, accepter enfin de vivre en temps soit peu avec la lassitude. Toutes ces démarches s'avèrent paradoxalement prometteuses de bonheur en interdisant la mutation sournoise du mal en fantôme. Le combat n'aboutit en définitive qu'à s'épuiser l'énergie vitale en métamorphosant en raison du refoulement le lézard en redile et l'orvet en vipère. Guérir son enfant intérieur signifie le rechercher, le reconnaître, l'écouter pour pacifier ses liens avec lui et enfin renouer le dialogue avec lui. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et vous pouvez toujours me contacter au 06 88 48 50 72 ou par email Pierre Dassini, Orange avec le arobase avant.fr ou par SMS ou en passant par psychologue.net. Mon cabinet s'y trouve référencé à la première place avec de superbes promotions et offres, même à moins 20% en ce moment sur mes consultations, sur mes groupes de parole et sur mes formations. Et c'est avec le plus grand plaisir que je me ferai c'est un effet spécial, le plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais, et j'essaierai de vous répondre le mieux possible avec mes capacités, mes connaissances qui ne sont pas toujours au top, mais je ferai de mon mieux avec la plus belle des bienveillances que je peux vous apporter, avec des messages d'espoir, la possibilité que vous pouvez toujours rebondir, que vous pouvez toujours avancer malgré l'adversité, malgré votre histoire de vie, malgré la souffrance de votre enfant intérieur que vous avez oublié. Et par contre, moi, je ne vous oublierai pas. Donc, passez une bonne nuit ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.